Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 février 2022. Je continue et je finis en fait le livre qu'a écrit, à partir du livre qu'a écrit Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et à l'idéalisme allemand. Donc c'est les dernières pages. euh, à partir de la critique et de l'appréciation que fait Will Durant sur la philosophie d'Emmanuel Kant. C'est une critique positive et qui montre à quel point ce philosophe allemand était extrêmement pointu et qu'il a influencé et qu'il continue d'influencer, mais qu'il a clairement influencé les philosophes qui sont venus après lui au 19e siècle, euh, Schopenhauer, Nietzsche et Hegel. Et donc là, c'est une petite partie qu'il consacre à Hegel. Donc je vais lire et je profite de cette lecture pour dériver sur la théorie que je défends sur la mécanique universelle, euh, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection. Euh, donc l'unité de, de l'ensemble humain, la paix universelle, voilà, la maîtrise parfaite de son comportement, la maîtrise parfaite de son environnement, la maîtrise parfaite de son questionnement. Voilà. Donc on aura répondu à toutes nos questions insolubles, qui ne sont pas encore résolues, les questions métaphysiques. Qu'est-ce que cette création Que se passe-t-il une fois que l'on meurt, etc. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, je pense que dans 1, 2, 3, 10 siècles, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais quand l'humanité aura atteint son ultime degré d'évolution, elle aura répondu à ces questionnements. Elle aura réussi à maîtriser l'ensemble de son comportement. Voilà le développement de la psychologie aujourd'hui, et on voit qu'on commence à soigner la psychologie humaine. Nos pathologies, nous sommes tous porteurs de pathologies, et c'est sur la mécanique universelle, je démontre que c'est une résultante logique de la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Dans la période intermédiaire de création, l'homme constructeur, moi je l'appelle l'homme constructeur, euh, il est naturellement porteur de pathologie, parce qu'en fait il doit brimer des, des pulsions, des tendances, des instincts présents dans la nature chez nos cousins primates. Et lorsque nous étions des primates naturels, on était régi par des pulsions, par des instincts, euh, dans lesquels d'ailleurs j'inclus l'instinct moral, l'ancêtre de notre morale. Et donc, ces instincts géraient notre comportement. Et il nous faut nous écarter de ces instincts et transformer ces instincts, que ces instincts deviennent des lois, des normes, des interdits, voilà, des autorisations de comportement ou des interdits de comportement. Ce qui était interdit par l'instinct de, chez notre, chez notre cousin et chez notre grand-père, on va dire singe. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là. Par exemple, l'instinct qui
oblige le dominant, primate, lorsque le dominé fait acte de soumission, donc il se met à sa merci, un instinct l'empêche de continuer sa violence. Il pourrait maltraiter, le torturer, le tuer, etc. Un instinct l'empêche. Et l'homme, cet instinct-là, disparaît au niveau de l'instinct. Et donc, il doit, ça se transforme en interdit, en loi. D'abord des interdits simples, comme on ne frappe pas un homme à terre. Voilà, c'est ce qu'on entendait dans les cours de récréation quand j'étais jeune. Voilà, des comportements comme ça liés à une sorte d'héroïsme, mais qui déclinent en fait de cet instinct, qui sont devenus une norme sociale, qui sont devenus des normes sociales. Et ensuite, on ne maltraite pas son congénère, on ne torture pas, on ne tue pas, etc. Les grandes lois que nous ont apportées les premières grandes religions, en Occident le judaïsme, en Orient l'hindouisme, qui déclinent sans doute elles-mêmes de lois antérieures, etc. Et ces lois-là, progressivement, se sophistiquent à partir d'une base simple. Tu ne tueras pas, tu respecteras tes parents, tu feras... Voilà, les grandes lois, elles se sont sophistiquées et ont donné naissance à la richesse de notre code, moral et législatif. Et ça continuera à se développer. On continuera, l'humanité, voilà, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, les règles, encore bien des façons d'abuser nos congénères passent au travers du droit, des interdits. Parce que, voilà, on n'a pas encore posé des lois là-dessus. Et progressivement, on commence à poser des lois sur ces choses-là, jusqu'au moment où l'homme sera entièrement empêché d'abuser de ses congénères, de maltraiter ses congénères. Et tout converge là-dedans. C'est clair voilà, les caméras de surveillance, tout ce développement de la surveillance, etc., sont intuitivement destinés à empêcher l'homme d'abuser de ses congénères. Et c'est clair qu'à un certain moment, ça sera plus possible. Et entre ce travail d'interdit, ce travail de psychologie qui va commencer à soigner les enfants le plus tôt possible pour voir les maltraitances, les abus, etc., tout ce qui peut engendrer des pathologies et donc des possibilités d'abuser autrui, des éducations narcissiques qui méprisent le plus faible et qui encensent les plus forts. Toutes ces pathologies-là seront traitées, commencent à être traitées et seront traitées de mieux en mieux. Dans 100 ans, tout le travail qui est fait sur le narcissisme actuellement, eh ben, on aura dépassé ce problème de narcissisme, donc méprisant, voilà, qui méprise les subalternes, qui se permet de maltraiter autrui, etc., etc. Voilà la façon de penser de la mécanique universelle. Et donc, je prends appui un peu, voilà, comme je viens de le faire, sur cette lecture pour développer un petit peu la compréhension de ma théorie. Bon, vous pouvez aller lire sur la mécanique universelle. .net. Donc, je reprends ma lecture.
un peu plus haut de où je l'avais laissé. Donc là, on est sur la note sur Hegel. Voilà, il y a eu tout le travail sur Emmanuel Kant, et là, Will Durant parle un petit peu de Hegel, qui est le philosophe qui vient après Emmanuel Kant et qui fait partie de l'idéalisme allemand. Donc, Georges Wilhelm Friedrich Hegel naquit à Stuttgart en 1770. Son père était un fonctionnaire subalterne au ministère des Finances de l'État de Württemberg. Hegel lui-même grandit avec les habitudes méthodiques et patientes de ses serviteurs civils, dont le modeste labeur a donné à l'Allemagne les villes les mieux administrées du monde. Ah ben voilà, ça, c'est intéressant à savoir. Ce jeune homme était un étudiant inlassable. Il faisait l'analyse détaillée de tous les livres importants qu'il lisait et en copiait de longs extraits. La vraie culture, disait-il, doit commencer par un effacement déterminé de soi-même. Alors ça, je l'analyse dans la vidéo précédente. Voilà. Comme dans le système éducatif de Pythagore, où, pendant les 5 premières années, l'élève devait garder le silence. Voilà, ça aussi j'en parle dans la vidéo précédente. Les lectures qu'il fit de la littérature grecque le remplirent d'enthousiasme pour la culture attique, enthousiasme qu'il conserva lorsque presque tout autre eut disparu. En fait, il a toujours gardé cet amour pour la culture, pour la littérature grecque des origines, et je le comprends. Bon, maintenant, il est intéressant aussi d'étendre cette vision à justement la littérature asiatique, la littérature arabe, etc., la philosophie de l'ensemble des continents, la pensée des mondes premiers, etc. Tout ça, c'est devenu quelque chose d'important pour l'humanité actuelle, dont l'esprit tend vers la globalisation, vers l'unité, vers la mondialisation, mais pas que la mondialisation. Là, actuellement, la mondialisation, on l'a commencé, c'est les marchands qui la commencent, c'est les industriels, etc. C'est une mondialisation matérialiste, parce que c'était elle qui devait commencer. On ne pouvait pas commencer la mondialisation à unifier l'humanité par le religieux. Ils en étaient incapables de se fédérer. Le politique, ils étaient incapables de se fédérer, etc. Donc il fallait que ça soit le marchand qui unifie, qui commence par unifier l'humanité. C'est ce qui se passe. C'est le marché qui a commencé à unifier. Alors avec, malheureusement, ces affres, parce qu'en fait, il ne s'intéresse pas ni au spirituel, ni à l'éthique, ni etc. Toutes les grandes valeurs de l'humanité lui passent un peu au-dessus, et surtout dans un système de compétition féroce, comme ils ont décidé de lancer cette mondialisation. Enfin, ils l'ont décidé, je pense qu'ils l'ont fait de façon tout à fait instinctive. Et donc, ça a été la compétition féroce, et donc dans la compétition féroce, on ne peut pas, comme chez les primates naturels, quand deux dominants se battent, ils s'en foutent de piétiner les enfants, les femmes, les femelles, etc., de massacrer tout ce qui est autour. Ils sont obnubilés par la compétition. Et c'est ce qui a fait que le marché, il a ravagé un peu des pans de l'humanité, parce qu'il n'est pas dans la réflexion, il est dans l'action, simplement. Donc, c'était la première étape. La seconde viendra, et ça sera l'unification politique, peut-être, scientifique, l'unification spirituelle. Voilà, il y aura quelque chose qui continuera, peut-être démocratique, peut-être, etc. Mais
on ira vers cette chose, vers cette unité. On va vers cette unité, quoi qu'il arrive. Je continue ma lecture. Quand on parle de la Grèce, disait-il, l'allemand cultivé se sent chez lui. Les peuples de l'Europe ont été puiser leur religion à une source plus lointaine, celle de l'Orient. Alors oui, il avait raison sans doute, Hegel. L'allemand cultivé se sent chez lui quand on parle de la Grèce. Simplement, malheureusement, ça dépend ce qu'on va en chercher chez les peuples grecs. Si on va chercher l'impérialisme, la façon de vivre et de penser des Spartiates, leur vision des autres peuples, des esclaves, etc., etc., c'est désastreux et c'est sans doute ce qu'a fait le nazisme d'une certaine façon. Alors voilà, normalement, une société, si elle se réfère à des cultures antérieures, elle ne doit prendre que ce qui correspond au niveau comportement, au comportement acquis entre-temps. Voilà. L'évolution, c'est-à-dire on peut aller chercher la philosophie, évidemment la pensée, tout ce qui correspond à notre époque. Mais si on va chercher, comme ça a été le cas de ces deux dictatures, allemande et italienne, qui sont allés chercher chez les Romains et chez les Grecs des comportements, leurs comportements primitifs, ont fait revivre à leur société et à l'humanité tout entière, mais aussi à leur peuple finalement, hein, soi-disant les aimants. Ils ont fait revivre la même violence, la même souffrance qui était vécue à l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, etc. Donc, il faut pas se tromper d'intérêt qu'on va chercher dans les civilisations anciennes. Je reprends ma lecture. Les peuples de l'Europe ont été puiser leur religion à une source plus lointaine, celle de l'Orient. Mais ce qui est ici, ce qui est actuel, la science et l'art, tout ce qui fait la joie de la vie, tout ce qui l'ennoblit et la part dérive directement ou indirectement de la Grèce. Voilà, c'est ça. La science, l'art, tout ce qui l'embellit, tout ce qui en fait la joie. Je découvre en même temps la lecture, je ne l'ai pas lu à l'eau. Donc voilà, c'est ce que je pense. C'était ça. Je l'ai très mal dit, mais c'était mon point de vue. Il fut un temps où il mettait la religion grecque au-dessus du christianisme. Et il anticipa sur Strauss et Renan en écrivant une vie de Jésus, où celui-ci était considéré comme le fils de Marie et de Joseph, et où l'élément merveilleux était ignoré. Par la suite, il détruisit ce livre. Ben, je ne savais pas ça. En politique aussi, Hegel manifesta un esprit révolutionnaire que sa consécration ultérieure du statu quo laisse à peine soupçonner. Alors, voilà, je pense que tous les grands philosophes sont révolutionnaires. Tous les grands philosophes ont l'esprit critique envers la politique de leur état, de leur moment, envers ce qui ne va pas dans le moment. C'est impossible d'être philosophe et réactionnaire et pro-gouvernement, etc. Pour moi, d'être dans la grande lignée de la philosophie, qui pour moi, celle qui me paraît l'identité de la philosophie, la mère de toutes
de toutes les parties qui composent la philosophie, c'est celle qui s'intéresse à la téléologie, qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité. Et si on s'intéresse à l'évolution de l'humanité, à son sens, etc., on ne peut que être logiquement révolté contre les archaïsmes d'un État, parce que le philosophe, sa pensée, elle est progressiste, elle est déjà plus loin, elle est en avance, elle est projetée beaucoup plus loin que ce qui est vécu. Et ce qui est vécu, c'est toujours inférieur à ce qui adviendra, à ce vers quoi, ce vers où on va. L'horizon, c'est c'est ce qui traîne l'humanité, c'est ce qui tire l'humanité. Le présent est là, il faut en tenir compte. C'est pas, il n'y a pas à le détruire. Il est tel qu'il est, mais c'est par la critique que le présent devient ce futur, devient cet horizon, devient ce meilleur. C'est par la critique que le présent s'améliore et devient de siècle en siècle l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Voilà. Et donc c'est légitime d'être un philosophe révolutionnaire, révolté, voilà, qui a envie de changement. C'est tout à fait normal. Au cours de ses études théologiques à Tübingen, il se montra avec Schelling partisan chaleureux de la Révolution française et sortit de bonne heure un beau matin pour aller planter un arbre de la liberté sur la place du marché. Voilà. Malheureusement, je pense qu'ils ont... Alors, Hegel est mort très jeune, mais voir le déclin de ce qu'a été cette révolution, les résultats à certains moments, peut-être que Hegel a compris que le recul qu'il y a derrière. Mais par exemple, Schopenhauer, ça l'a choqué, ça l'a rendu pessimiste de voir ce que la révolution était devenue et ce que Napoléon, à la fin de ses conquêtes, finit par une débâcle et par être écarté de la politique. Donc, je pense que, par contre, c'était logique qu'il aille planter cet arbre de la liberté. Voilà ce que la nation française, écrivait-il, a été débarrassée dans le bain révolutionnaire de bien des institutions que l'esprit humain a laissées derrière lui, comme des souliers d'enfant, et qui pesaient sur elle comme elle pèse encore sur d'autres, tel un plumage sans vie. Voilà, il appelle à la révolution, d'une certaine façon, pour son propre pays. Maintenant, on sait que la révolution, elle est intéressante si elle est de velours, sans violence, si la pression oblige les dominants à changer, mais sans mettre de violence. Malheureusement, la violence, d'abord, elle se retourne contre le peuple, et on le voit dès qu'il manifeste, dès qu'il se met en lutte. S'il choisit la lutte violente, l'histoire montre que c'est au détriment du peuple et que les dominants montent progressivement la violence sans aucun état d'âme. S'ils se maîtrisent, c'est parce qu'ils peuvent maîtriser sans aller au-delà. Mais si ça doit monter, ils n'ont aucune crainte, même à aller aux crimes les plus sordides. Voilà, on l'a vu avec la commune, etc. Donc, selon son degré de peur, le système fait monter sa violence. Et donc c'est au détriment du peuple. C'est pour ça qu'il n'est pas à préconiser
une révolution violente. La révolution doit se faire en douceur. Et c'est à travers la douceur. Il y a des milliers de moyens par la douceur de faire plier un système, de l'obliger à devenir plus humain, à devenir moins égoïste, plus partageur, etc. À voir avec plus d'intensité son peuple, etc. À être plus démocratique, à sortir de l'élitisme discriminant, etc., du népotisme. Il y a tout un tas de choses qu'on doit contre lesquelles on doit lutter, contre lesquelles le peuple doit lutter. Mais l'utilisation de la violence est une erreur, selon moi. Et de plus en plus. Et maintenant, on voit la violence, de toute manière, elle diminue, mais elle est encore présente. Et c'est encore une erreur de vouloir utiliser la violence. Et dans les deux sens, parce que bien souvent, les manifestations, les gens qui veulent changer les choses viendraient parfois sans violence, et l'État demande à ce que la réponse soit dure pour déconseiller au peuple de manifester. Et c'est un crime, hein, tout simplement. C'est un crime contre la base de l'humanité, de la démocratie et de la République, le droit de manifester, le droit de manifester son mécontentement et de critiquer le système. Donc là, il y a quand même quelque chose que les systèmes devraient punir. La violence d'État doit être punie. Si c'est elle qui anticipe, qui est là pour faire peur, pour empêcher de manifester. Voilà. Là, mais l'avenir le montrera, hein, ça sera, voilà, dans 10-20 ans, les gouvernements qui auront utilisé ça seront jugés. Ça montera à la lumière, à la conscience. Et donc, ça servira à établir des lois pour empêcher ce genre de comportement politique. En même temps, le peuple doit comprendre que la violence est contre-productive et donc il n'a pas à prendre à utiliser ce moyen pour manifester. Voilà, on ne peut pas même renverser un État, un système démocratique, c'est quelque chose que le peuple ne doit pas faire. Parce que le chaos qui en résulte derrière, c'est le peuple qui le prend. Et ce qui monte derrière une révolution, ce sont les plus durs, les plus violents, les plus extrémistes. Et les plus extrémistes, on le voit avec la Révolution française, mais on le voit aussi avec la Révolution russe. Voilà, la plupart du temps, ce sont les plus durs qui montent. Et c'est un système dictatorial qui s'impose. Donc le peuple n'a aucun intérêt à renverser un système démocratique. Par contre, il a intérêt à le faire bouger, à l'obliger à se réformer et à regarder et à devenir de plus en plus démocratique. Donc voilà, s'il y a un manifeste à avoir maintenant pour la révolution, c'est celle-ci. Autant le 19e siècle préconisait des révolutions face à la surdité. À l'époque, la surdité était quand même intense. Face à la surdité, il préconisait la violence. Mais c'est toujours face à la surdité, parce qu'on le voit dans les derniers mouvements, ceux des Gilets jaunes par exemple. Ça aurait pu très bien être quelque chose qui soit accepté d'emblée. Face aux révoltes de 68, c'était quelque chose que l'État pouvait descendre, c'est ce que je préconisais d'ailleurs, que l'État descende, écouter le peuple et dise, bon, ok, monte plutôt vers le peuple, hein, parce que c'est ça la réalité, c'est le peuple qui est souverain dans les démocraties. Et les dominants qui sont élus par le peuple, ce sont les meilleurs
qui sont choisis par le peuple pour incarner la philosophie, la pensée, l'éthique, l'état d'âme du peuple. Et l'état d'âme du peuple, c'est un état d'âme de générosité, de partage, etc. Donc voilà, il y a cette écoute qui doit être faite par le peuple. Et c'est ce qui a motivé les Gilets jaunes, en fait. C'est cette surdité, 30 ans de surdité, qui ne pouvait pas ne pas être. Je le démontre sur la mécanique universelle. Pourquoi le marché devait être sourd? Pourquoi l'oligarchie? Pourquoi le monde devait revenir à une sorte d'oligarchie sourde qui ne voyait plus la maltraitance qu'il faisait au peuple, qui favorisait l'élite à bloc et qui ne voyait même plus le peuple. Elle a complètement oublié, ces 3 ou 4 décennies ont complètement oublié les banlieues, ont oublié ce qu'on appelle les gens qui sont en souffrance, les cas sociaux, le monde pauvre, les villes de province, tout ça. Ils ont laissé les choses aller à l'abandon. Ils ont laissé le fait que les élites se reproduisaient et qu'il n'y avait plus de mélange, qu'il n'y avait plus d'ascenseur social. Ils ont laissé l'oligarchie s'accaparer les médias, les services publics, piller tous les fleurons qui appartenaient au peuple. Et tout ça, comme les médias appartenaient à l'oligarchie, c'était passé sous silence. Et donc le peuple n'en pouvait plus. Il était dans un état de dépression. Tant qu'il n'arrivait pas à la révolte, tant qu'il n'est pas arrivé à la révolte, il ne retrouvait pas son état d'âme. Les années 80, 90, 2000, c'était un état de dépression du peuple. Les élites ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient dans l'euphorie de la richesse et de tout ça. Ils regardaient même plus ce qui se passait dans le peuple. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la conscience de ce qui se tramait dans l'état d'esprit du peuple. Et ni les élites, ni les médias qui étaient surpayés et qui étaient passés du côté de l'élite ne pouvaient comprendre qu'il y avait quelque chose. Et ni, bien sûr, l'oligarchie des industriels qui avancent avec leur propre mécanique, donc sourde. Et donc cette surdité a poussé l'humanité à se révolter. Voilà. Et malheureusement, en croyant que c'était par la violence que ça allait se passer. C'est toujours l'erreur répétitive du peuple, parce que c'est des tribuns qui les stimulent, qui les poussent, parce qu'en définitive, les premiers qui se sont mis sur des ronds-points, etc., ils seraient restés sur leurs ronds-points, ils auraient fait bouger les lignes sans aucune violence. C'est un certain... Et voilà, il y a la responsabilité des tribuns du peuple qui poussent à la violence, et la responsabilité de l'État qui reste sourd, qui essaye de manipuler, qui, au lieu d'aller franchement parler et dire bon, il y a quelque chose, il y a un problème, vous souffrez, le peuple souffre, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, on veut changer les choses. Voilà un État qui serait clairvoyant. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour un De Gaulle, il n'était pas clairvoyant, il n'a pas été clairvoyant de ce qui était en train de se tramer. Et s'ils ne sont pas clairvoyants, c'est parce qu'ils ne voient pas le peuple. Et s'ils ne voient pas le peuple, c'est parce que l'euphorie de leur toute-puissance dans laquelle ils sont arrivés, c'était valable pour De Gaulle. À la fin, il était dans un état de toute-puissance qui l'empêchait de voir ce qui se passait au niveau des étudiants, du peuple, etc., de ce qui était réclamé. Parce que même si c'était peut-être dans une période, c'était les 30 Glorieuses, donc ils pouvaient penser que le peuple avait suffisamment, que tout allait bien, que l'évolution se faisait à son rythme, que tout était parfait.
et qu'il lâchait du lest, que les acquis sociaux ne cessaient de se développer, etc. Chose qui était sans doute vraie dans les choses. Mais il n'a pas compris quelque chose derrière. Et c'est là où la surdité, c'est un problème. Et la toute-puissance qu'a induit le marché sur les hommes politiques a engendré ça. Et il les a engendrés. Le marché, il a neutralisé la tête des hommes politiques, que ce soit à partir de Mitterrand, de cette période-là. Le marché leur a pris la tête, les a fait dériver de la vision du peuple. Ça allait trop vite, il n'y avait plus possibilité pour l'homme politique de voir qu'est-ce qui se passait réellement dans son peuple et donc de s'occuper correctement de son peuple. Et chose qui a conduit à la révolte. La révolte qui était vitale pour la santé mentale du peuple. C'était très important qu'elle se passe. Et là, nous sommes encore dans la surdité, malheureusement. Il y a encore la surdité. Parce qu'on croit que, les dominants croient que la meilleure manière de gérer les choses, c'est de les étouffer, c'est de soit par la violence, soit par la manipulation, soit... Voilà, c'est l'esprit. Il pense être malin, quoi. Il pense être rusé. C'est la ruse qui les motive, au lieu que ce soit la bienveillance. Et les politiques qui sont dans la ruse sont, dans le machiavélisme en somme, sont complètement à côté de la plaque. C'est fini le machiavélisme. C'était valable à la Renaissance et peut-être jusqu'à maintenant. Mais maintenant, le peuple, la conscience du peuple, la clarté des choses fait que c'est fini. Maintenant, ce qui va vraiment faire la différence entre deux hommes politiques, c'est la bienveillance, c'est la conscience, c'est l'éveil, leur éveil, leur côté, leur vision des choses, leur vision générale des choses. Donc la sortie du fanatisme lié au pouvoir et toutes ces pulsions, de sortir de leurs pulsions, sortir de cette envie d'être le chef, de devenir. C'est pas le bonheur de devenir le président qui est important pour un homme politique maintenant. Et s'il est dans ce sens-là, il est boycotté, le peuple le voit, il se rend compte de ça. Donc il va sortir soit en réaction le pire, soit le moins pire, mais toujours en étant déçu. Parce qu'il ne trouve pas un homme politique qui passe au-dessus de cette pulsion-là, du plaisir d'incarner le chef. C'est pas ça, c'est le plaisir de rendre heureux un peuple. C'est ça. Si l'homme politique a cette vision accrochée à son mental, s'il chasse sa vision narcissique, sa vision égocentrique, pour mettre la valeur du peuple à la place, je pense qu'il est élu dans la foulée. Donc, tel un plumage dans la vie. On était dans ces jours heureux et pleins d'espoir où être jeune était le ciel même. C'est alors qu'il flirta comme Fichte avec une sorte de socialisme aristocratique et s'abandonna avec une vigueur peu commune au courant du romantisme qui entraînait l'Europe entière. Voilà, je vais arrêter là parce que la vidéo est longue, mais eh ben oui, je comprends toutes ces choses-là. J'ai hâte de savoir ce qui a continué pour Hegel plus tard. Alors, voilà, je vais reprendre la vidéo dans quelques instants. Merci, à très bientôt, au revoir.